Entre-temps, Ritter a été stupéfait par l'attitude de Poutine lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, communément appelé l'OCS, en Chine. Pour lui, cet événement n'était pas simplement un forum international de plus, agrémenté de déclarations habituelles et de photos avec des drapeaux en arrière-plan. Au contraire, il s'agissait d'un moment charnière, marquant la formation d'une alliance informelle entre Moscou, Pékin et New Delhi, capable de bousculer l'ordre mondial établi. Ritter souligne que jusqu'à hier, Washington croyait fermement que la pression des sanctions isolerait la Russie, la rendant toxique aux yeux des grandes puissances asiatiques. Or, le résultat a été tout à fait inverse. C'est précisément l'administration américaine qui, par ses actions imprévisibles, a poussé la Chine et l'Inde vers les bras de Moscou. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne GeoPulse, laissez un j'aime au milieu de la vidéo, un commentaire de 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela soutiendra fortement ma chaîne. Merci et nous continuons. L'ironie, comme le note Ritter, est que la Maison-Blanche, en agissant ainsi, détruit un système qu'elle a mis des décennies à construire. Aujourd'hui, elle observe avec inquiétude que des pays représentant la moitié de l'économie mondiale commencent à établir de nouvelles règles du jeu. Selon Ritter, Donald Trump a également joué un rôle dans ce processus. Son désir de saper la stabilité du dollar ressemble à un jeu de roulette russe, où le revolver est chargé non pas d'une, mais de plusieurs balles. L'augmentation des droits de douane, la menace de guerre commerciale et les retraits spectaculaires des accords internationaux ne font qu'accélérer la recherche d'alternatives à la monnaie de réserve mondiale. La Chine et la Russie ont déjà commencé à effectuer une part significative de leurs échanges en monnaie nationale. L'Inde, quant à elle, s'implique prudemment dans ces nouvelles dynamiques. Pour Ritter, il ne s'agit pas d'un hasard, mais bien d'une réponse directe à l'imprévisibilité américaine. Après la rencontre entre Trump et Poutine à Anchorage, l'activité russe est devenue plus insistante. En réaction, Washington a approuvé la vente de 3500 missiles, de moyenne, portés à un pays connu. Ritter note avec sarcasme que cette excellente affaire est toutefois entachée par le fait qu'aucun prototype de missile n'existe pour le moment. Pour lui, c'est un exemple classique de la manière dont le symbolisme politique peut remplacer les véritables capacités. Il insiste sur le fait que le principal résultat de cette rencontre a été le dialogue lui-même. Avant cela, les présidents américains et russes ne s'étaient pas parlé directement depuis juin 2021. Pour la première fois en de nombreuses années, en plus des accusations mutuelles, des discussions sur l'amélioration des relations ont eu lieu. Ritter qualifie cela de fenêtre d'opportunité rare et fragile. Cependant, il sait que Trump fera face à une résistance colossale de la part de son propre milieu politique. Un épisode marquant est survenu lorsque Poutine, à la fin de la réunion, a proposé de poursuivre le dialogue à Moscou. Trump a souri en remarquant qu'il risquait d'être critiqué pour cela. Ritter interprète cette phrase non seulement comme une blague, mais aussi comme une prise de conscience de la part des dirigeants américains qu'ils sont entourés de trop de personnes souhaitant empêcher toute forme de réconciliation. Il rappelle que Tulsi Gabbard s'emploie à nettoyer la CIA et la communauté du renseignement des éléments qui ont bâti leur carrière sur des positions anti-russes. Cependant, il reste encore trop de ces individus en poste qui ne cachent pas leur aversion pour le dialogue et sont prêts à faire obstruction aux initiatives positives à la dernière minute. Ritter souligne le rôle particulier joué par Marco Rubio et Scott Besson. Selon lui, Rubio fait tout pour empêcher des relations normales avec la Russie, tandis que Besson répète comme un mantra le mot « sanction ». Ils doivent se contenter du simple fait que Trump a rencontré Poutine, mais ensuite ils commencent à saboter les conséquences de cette rencontre. Pour Ritter, cela démontre qu'il existe deux courants diamétralement opposés au sein d'une même administration, celui du président, qui prône un rapprochement prudent, et celui de son entourage, qui s'accroche à une confrontation perpétuelle. Quand il est question de la vente de missiles, Ritter ne manque pas de faire des commentaires acerbes. Il note que l'entreprise qui a obtenu le contrat a pour mission de dépenser 34 millions de dollars pour créer un seul prototype, avec une date limite fixée à octobre 2025. Cela signifie, martèle-t-il, qu'aucun missile n'existe encore. La capacité maximale de production est de 1000 missiles par an, ce qui implique que même dans un scénario idéal, les 3500 missiles ne seraient produits qu'à l'automne 2028. Ritter conclut que c'est un contrat fictif et un soutien illusoire, le qualifiant de façade trompeuse, derrière laquelle se cache le désir de Washington de montrer à l'Europe qu'un pays connu reçoit une aide réelle. En réalité, Trump a vendu à l'Europe une promesse vide pour le prix de 850 millions de dollars concernant un missile qui n'existe pas.
Le sarcasme de Ritter est clair. Vous avez payé, mais il n'y a pas de catapulte. Selon lui, la ruse de Trump réside dans le fait qu'il a permis à ses critiques d'affirmer qu'il vendait des armes, tout en sachant pertinemment qu'aucun changement réel dans l'équilibre des forces ne se produira. La Russie en est consciente et fait preuve de patience, agissant à son propre rythme et refusant de céder aux provocations. Ritter est convaincu que ce conflit se terminera lorsque la Russie le décidera et que ni les livraisons d'armes, ni les sanctions, ni les déclarations européennes n'y changeront quoi que ce soit. Pour lui, l'Europe n'a tout simplement pas d'importance dans cette histoire. Les États-Unis perdent également de plus en plus leur levier d'influence. La meilleure chose que Trump pourrait faire serait de reconnaître la victoire stratégique inévitable de la Russie et d'essayer de minimiser les conséquences pour son pays en établissant des relations normales avec Moscou. Au lieu de cela, la politique américaine imite souvent celle de l'Europe. Ritter évoque la stratégie de Bruxelles qui consistait à renoncer au gaz russe à bas prix tout en payant 5 fois plus pour acheter cette même ressource par l'intermédiaire de tiers. Il ajoute avec ironie que c'est cela, la véritable indépendance énergétique à l'européenne, payer plus et recevoir moins. Ritter accorde une attention particulière à la dégradation de la diplomatie. Marco Rubio a réussi à plaider en faveur d'une réduction du budget du département d'État de près d'un tiers. Dans de telles conditions, espérer un travail efficace des ambassades américaines est voué à l'échec. À Moscou, il y a des négociateurs compétents avec les bons contacts, mais quand ils appellent Washington, personne ne répond. Les postes ne sont pas pourvus, les spécialistes manquent. Ritter qualifie cela de faiblesse et d'échec, un résultat direct des décisions administratives prises à la Maison-Blanche. Il commente avec ironie que Rubio est devenu le pire secrétaire d'État de l'histoire, tout en étant également conseiller à la sécurité nationale, ce qui détruit encore davantage l'institution diplomatique. Pendant ce temps, Scott Besson sape la confiance dans le dollar, œuvrant de toutes ses forces pour que le monde cherche des alternatives. Au sommet de l'OCS en Chine, Poutine et Xi ont signé le plus grand accord énergétique de l'histoire, portant sur des décennies de livraisons remplacées pour la Russie sur le marché européen. Maintenant, le principal client devient la Chine. Pour les États-Unis et l'Europe, c'est une défaite stratégique, tandis que pour la Russie et la Chine, c'est une victoire à long terme. Ritter souligne que les attaques de Trump et les reproches constants de Besson à l'encontre de l'Union BRICS n'ont fait que renforcer cette structure. Il en va de même pour l'OCS. Là où Washington voit une menace, Moscou et Pékin perçoivent de nouvelles opportunités. Il s'interroge sur ce que les tarifs douaniers américains ont réellement accompli vis-à-vis de l'Inde. En réalité, rien. Ce n'est qu'une taxe indirecte sur les Américains eux-mêmes. Les prix à l'intérieur du pays augmentent, le dollar perd de sa valeur, le marché obligataire s'effondre, et la dette publique devient de moins en moins attrayante pour les acheteurs. Ritter évoque un imminent effondrement de la dette et tient Scott Besson responsable. Selon lui, Donald Trump doit immédiatement se débarrasser de conseillers qui détruisent l'Amérique de l'intérieur. Mais au lieu de bâtir des relations stables avec la Russie, la Chine et l'Inde, Washington perd tout ce qu'il peut perdre. Le monde se détourne réellement des États-Unis, se dirigeant vers de nouveaux centres de pouvoir, façonnés par la volonté même des Américains. Maintenant, écoutons ce. Les élites d'un pays bien connu, y compris ses généraux, diplomates et hauts fonctionnaires, semblent en proie à une profonde inquiétude. Est-ce que le président lui-même est conscient des dangers ou est-ce seulement son entourage qui comprend l'ampleur de la crise? Il est évident qu'il réalise la gravité de la situation. Cependant, après avoir traversé tant de tourments, ils ne peuvent tout simplement pas abandonner et fuir. Dans de telles circonstances, beaucoup choisiraient de se retirer vers une villa en Italie ou ailleurs, où des millions de dollars volés au peuple et au monde occidental seraient bien cachés, mais ici, il s'agit de pertes considérables. Les descendants des victimes chercheront à se venger. Ainsi, leur unique espoir pour préserver non seulement leur existence politique, mais aussi leur propre survie, réside dans la continuité du conflit, dans l'espoir d'un miracle. Ils osent espérer que les circonstances évolueront de manière à ce que la Russie accepte un compromis qui leur permettrait de rester au pouvoir. Leur maintien au pouvoir repose sur la prolongation de cette guerre, et ce cul-de-sac ne promet rien de bon pour ce pays en particulier. Ces individus, accrochés à leur importance politique et économique grâce à la corruption et au sacrifice du peuple, finiront par devenir les victimes de leur propre avidité et de leur nature malveillante. Et ce moment arrivera sans doute plus tôt que tard. Ce conflit ne pourra pas durer éternellement. Il prendra fin, et ce, de manière défavorable, non seulement pour ce pays, mais aussi pour ceux qui l'ont soutenu.
Parlons maintenant des partisans d'une idéologie bien connue dans ce pays. Le président semble les craindre. Sont-ils des réalistes ou sont-ils totalement aveuglés par leur idéologie? Réalisent-ils que leur pays est au bord du gouffre et que la Russie est proche d'atteindre ses objectifs? Il convient de noter que les partisans de cette idéologie agissent depuis longtemps. En 1944, lorsque l'Allemagne a quitté le territoire de ce pays, les organisations qui prônaient cette idéologie et leurs cellules clandestines ont commencé une résistance qui s'est poursuivie jusqu'en 1954, tant sur le territoire national qu'en Pologne et en Biélorussie. Finalement, ces partisans ont été défaits. Des centaines de milliers ont été envoyés dans des camps, d'autres ont fui à l'étranger, formant une diaspora. On aurait pu penser que l'histoire s'arrêtait là, mais en réalité, ce n'était que le début. Grâce à cette diaspora et au soutien de la CIA, qui les a financés jusqu'en 1990, ils ont réussi à renaître et à revenir en force dans la vie politique en 2014. Certes, leur situation actuelle peut sembler désespérée, mais ce n'est pas la première fois qu'ils traversent une telle crise. Ils ont déjà connu des défaites, mais ont persisté à exister. Cette idéologie reste vivante. Tant qu'il y aura des cellules, y compris aux États-Unis, elle continuera à exister. À New York, non loin d'Ellenville, il existe un camp où des enfants issus de familles d'origine de ce pays sont entraînés à marcher avec des torches, à porter des uniformes et à afficher les portraits d'un de leurs idéologues. Il y a des monuments, une allée des héros, des initiatives similaires existent également au Canada. Pendant ce temps, le FBI vient à votre porte, mais pas à la leur. Depuis les années 80, l'organisation des partisans de cette idéologie a pris le contrôle du Congrès des émigrés de ce pays aux États-Unis. Ces personnes continuent d'influencer la politique de Washington. Elles dirigent des centres d'analyse qui conseillent les congressistes sur leur conduite. Ainsi, oui, ces structures soutiennent toujours cette idéologie. Ce sont des fanatiques. L'un des leaders de cette idéologie avait déclaré en Pologne « Je suis prêt à sacrifier des millions pour l'avenir de la nation ». C'est exactement ce que la Russie entend par l'éradication de cette idéologie. Une simple victoire militaire ne résout pas le problème. Ils ont déjà attendu 60 ans pour revenir, ils sont prêts à attendre encore autant. Est-il correct de dire que ce sont précisément ces personnes que le président de ce pays craint le plus, car elles représentent une menace s'il signe la paix avec Moscou? Il ne craint pas seulement ces personnes, il sait qu'elles agiront, car elles lui ont dit clairement ce qu'elles feraient. Elles sont venues dans son bureau pour lui faire savoir « Si tu signes un compromis, ce sera ta fin ». Le président comprend donc parfaitement son avenir, et celui que l'on considère comme son éventuel successeur, l'actuel ambassadeur au Royaume-Uni, affirme ouvertement qu'il faut éduquer les enfants dans cette idéologie. Il leur a décerné des médailles devant les portraits de leurs leaders idéologiques. Cela reste la même idéologie. Après la rencontre entre le président Trump et le président Poutine à Anchorage, l'activité russe a notablement augmenté, tandis que les États-Unis ont approuvé la vente de 3500 missiles de portée intermédiaire à ce pays. Qu'a-t-on réellement acquis lors de cette rencontre? Tout d'abord, un dialogue a eu lieu entre le président russe et le président américain. Cela n'était pas arrivé depuis juin 2021. Ils ont abordé non seulement ce pays, mais aussi la possibilité d'améliorer les relations en général. C'est une fenêtre d'opportunité. Cependant, Trump est conscient du vaste niveau de résistance qu'il devra surmonter. Poutine a dit « la prochaine fois à Moscou », à quoi Trump a répondu « je vais être critiqué pour cela ». Il sait qu'il y a trop d'adversaires autour de lui. Tulsi Gabbard s'emploie actuellement à nettoyer la CIA et la communauté du renseignement des russophobes. Mais ces personnes sont encore présentes. Jusqu'aux dernières minutes avant la rencontre, elles ont tenté d'influencer le président. Je vais être direct. Marco Rubio et Scott Besson trahissent le président. Ce sont des idéologues anti-russes de longue date qui ne souhaitent pas de relations normales avec la Russie. Ils doivent tolérer la rencontre avec Poutine, mais par la suite, ils frappent dans le dos, entravant ses démarches. Ils continuent à plaider pour l'imposition de sanctions contre la Russie. Ils minimisent l'idée même de paix. Ils critiquent la Russie, proposent une vision européenne du cessez-le-feu. Ils font tout sauf dire « Monsieur le Président, vous devez maintenant mettre de côté les positions négatives et vous concentrer sur les aspects positifs. » Mais Marco Rubio ne fait pas cela, et pas seulement lui. Scott Besson répète inlassablement un seul mot « sanctions, sanctions, sanctions ». Ces sanctions mettent en péril le processus de paix. Marco Rubio a soutenu la vente des missiles mentionnés précédemment. Sa stratégie est simple, forcer la Russie à reculer. Mais cela ne correspond pas à la stratégie du président, et tout cela ne fonctionnera pas. Examinons ces missiles.
J'ai pris soin d'étudier les entreprises impliquées dans leur production. La principale société impliquée a obtenu un contrat du ministère de la Défense des États-Unis d'une valeur de 34 millions de dollars pour créer un seul prototype de missile. La date limite de livraison est fixée à octobre 2025. Vous avez bien entendu, le prototype n'est même pas encore créé. Ce n'est qu'après sa création que la production en série pourra commencer. Pour cela, du temps sera nécessaire. Le volume maximum de production, une fois entièrement déployé, sera de 1000 missiles par an. Cela signifie que la construction de ces missiles n'a pas encore commencé. Même si tout se passe comme prévu, les 3000 missiles ne seront pas livrés avant l'automne 2028. C'est un contrat fictif, un faux accord. Tout cela n'est qu'une façade. Cela révèle la ruse de Donald Trump. Il a trompé ceux qui insistaient pour que ce pays reçoive des armes en réponse. Il a dit « Très bien, Europe, paie-moi 850 millions de dollars pour un missile qui n'existera pas avant 1 an », et prétend avoir vendu cela à ce pays comme un changement d'équilibre stratégique. Mais cela ne change rien. C'est une transaction fictive, un soutien fictif des États-Unis. La Russie en est pleinement consciente. C'est pourquoi elle fait preuve de patience. Elle continuera à suivre sa propre voie. Les États-Unis se retrouveront dans une situation ridicule s'ils persistent à faire semblant que le soutien apporté à ce pays change quoi que ce soit. L'essentiel, c'est que ce conflit prendra fin lorsque la Russie décidera qu'il doit se terminer. Aucun autre facteur n'a d'importance. L'Europe ne compte pas. Et, honnêtement, les États-Unis non plus. La meilleure chose que Donald Trump puisse faire est de reconnaître l'inévitabilité de la victoire stratégique de la Russie et d'essayer d'atténuer les conséquences en établissant des relations diplomatiques avec Moscou, afin que, après la... Est-ce que Marco Rubio est en train de détruire la diplomatie américaine? Pourquoi Donald Trump protège-t-il des conseillers qui sapent la crédibilité des États-Unis? Et que signifie vraiment l'accord énergétique colossal entre la Russie et la Chine pour l'avenir de l'Occident? Dans un contexte géopolitique tumultueux, Marco Rubio a récemment approuvé un budget qui réduit le financement du département d'État américain d'environ 1/3. Dans une telle situation, espérer une intensification des activités des ambassades américaines, y compris celle de Moscou, semble une tâche vaine. C'est une problématique réelle, car pour maintenir des relations diplomatiques, il est crucial de disposer de spécialistes compétents capables de mener le dialogue. En Russie, ces experts existent, mais aux États-Unis, ils font cruellement défaut. Les Russes sont en mesure de passer des appels téléphoniques, mais à Washington, personne ne répond, car les postes ne sont pas pourvus. Cette situation illustre une faiblesse alarmante, un échec retentissant, en particulier de la part de Marco Rubio, considéré comme le pire secrétaire d'État de l'histoire moderne. Cet homme, qui cumule également le poste de conseiller à la sécurité nationale, est en train de démolir l'institution même de la diplomatie. Parallèlement, Scott Besson s'emploie à saper la confiance dans le dollar. Récemment, lors d'un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, Modi, Xi et Poutine se sont rencontrés. Poutine et Xi ont signé un des plus grands accords énergétiques de l'histoire, un contrat incontournable. La Russie a complètement remplacé l'Europe en tant que marché. Désormais, ce marché, c'est la Chine. La Russie s'engage à fournir de l'énergie à la Chine pour des décennies à venir. Cela représente une défaite stratégique pour les États-Unis et l'Europe, mais une victoire indéniable pour la Russie et la Chine. Les attaques de Trump et les critiques de Scott Besson à l'encontre des BRICS n'ont fait que renforcer cette coalition. Il semblerait que ni Trump ni Besson ne comprennent les principes fondamentaux de l'économie. Quel impact a eu la taxe sur l'Inde? Aucun. C'est un impôt indirect sur le peuple américain. Nous sommes ceux qui payons le prix et non les pays exportateurs. Le dollar s'affaiblit, le marché obligataire est en déroute, et les États-Unis peinent à vendre leurs dettes. Un effondrement de la dette semble imminent, et Scott Besson en porte la responsabilité. Donald Trump, il est temps de renvoyer cet homme. Il est en train de détruire l'Amérique. Au lieu d'établir des relations stables avec la Russie, la Chine et l'Inde, nous perdons tout. Le monde se détourne des États-Unis. Dans cette dynamique, Ritter souligne que la situation géopolitique ne peut plus être considérée comme une série d'épisodes isolés, mais plutôt comme un tableau cohérent où tous les éléments sont interconnectés, formant un triste puzzle. Il souligne que l'élite politique de ce pays est bien consciente de la tournure que prennent les événements. Avec un certain sarcasme, Ritter indique que ces fonctionnaires, diplomates et militaires, qui ont pendant tant d'années acquiescé aux exigences de l'Occident, se retrouvent désormais dans leurs bureaux à compter non plus les victoires, mais les jours restants, avant de devoir chercher refuge à l'étranger. Selon lui, ces scénarios ne sont pas discutés lors de conférences de presse, mais plutôt lors de réunions secrètes,
où, au lieu de discours triomphants, règne le silence pesant et l'attente anxieuse. Ritter insiste sur le fait qu'ils ne disposent plus du luxe de choisir. Ils doivent soit continuer le conflit, soit reconnaître leur échec et devenir eux-mêmes des victimes de ce qu'ils ont créé. Avec un brin d'ironie, il souligne que si l'on ne parlait que de millions perdus, il serait possible de faire face à la situation et de déménager dans de confortables villas en Italie, où beaucoup d'entre eux ont déjà des comptes et des biens immobiliers. Mais le véritable problème, c'est que derrière leur manigance politique se cachent des millions de destins humains. Ritter conclut que dans cette impasse, ils se retrouvent forcés de s'accrocher au pouvoir à tout prix. Ils savent très bien que leur unique chance de ne pas disparaître de la carte politique est de prolonger indéfiniment le conflit, espérant un miracle. Dans leur esprit, ce miracle serait que Moscou accepte soudainement un compromis qui leur permettrait de conserver leur siège et le contrôle des flux financiers. Toutefois, Ritter se moque du fait que croire au miracle en politique se termine toujours de la même manière, par la désillusion, les scandales et les accusations de trahison entre pairs. Il évoque également que le président de ce pays se trouve dans une situation où son avenir dépend directement de la persistance du conflit. Son entourage ne lui laissera même pas une allusion vers des négociations de paix. Chacun d'eux sait que faire un compromis avec la Russie équivaudrait à la fin de leur carrière, voire à leur élimination physique. L'ironie de cette situation, souligne Ritter, réside dans le fait qu'ils ne sont plus maîtres de leur destin. Ce sont leurs propres peurs et les structures qu'ils ont elles-mêmes générées qui les poussent en avant. Ritter se penche ensuite sur les adeptes de cette idéologie bien connue. Selon lui, le président de ce pays sait pertinemment qu'il représente une menace réelle. Car si les partenaires internationaux peuvent se contenter de condamnations et de réduction d'aide, ces groupes radicaux menacent directement et sans détour. Ils lui ont déjà déclaré ouvertement « Si tu consens à un compromis, c'est la fin ». Il ne s'agit pas d'une métaphore ou d'une hyperbole, mais d'une menace littérale qui a été formulée publiquement et répétée à de nombreuses reprises. Ritter souligne également que le président de ce pays jouit d'une liberté d'action pour le moins étrange. Il peut choisir la forme sous laquelle il sera humilié, mais il ne peut pas choisir lui-même la ligne de conduite à adopter. Cela le distingue des politiciens occidentaux qui, en dernier recours, ne risquent que des élections et la perte de leur siège. Dans ce cas, tout est beaucoup plus primitif et brutal. Soit il suit la ligne des radicaux, soit il risque sa propre vie. En analysant les racines de cette idéologie, Ritter rappelle qu'elle n'est pas née d'hier. Il souligne qu'au milieu du XXe siècle, les partisans de cette idéologie agissaient dans l'ombre, menant un combat acharné jusqu'au milieu des années 50, laissant derrière eux une traînée de sang non seulement dans le pays en question, mais également dans les États voisins. Finalement, ils ont été vaincus, beaucoup ont fini dans des camps, d'autres ont fui à l'étranger. Cependant, comme le note Ritter, rien ne disparaît sans laisser de traces. La diaspora qui s'est installée à l'étranger a reçu le soutien des services secrets américains et a été financée pendant des décennies dans le cadre de la lutte contre l'Union soviétique. Il ajoute avec ironie qu'il est grâce à ce soutien que nous assistons aujourd'hui à un retour de cette vieille idéologie. Au début des années 2000, elle semblait morte, mais en 2014, ses partisans ont de nouveau fait leur apparition sur la scène politique. Ils ont pris des positions dans les structures de pouvoir, dans l'armée, dans les médias, et aujourd'hui, malgré tous leurs revers et leur isolement, ils continuent à dicter l'agenda. Ritter souligne qu'il serait naïf de penser que des défaites amèneraient ces individus à renoncer à leurs idées. Ils ont déjà connu des périodes de déclin et savent patienter pendant des décennies. À New York, il existe un camp où des enfants issus de familles d'immigrants de ce pays sont entraînés à défiler avec des torches et à porter des portraits de leur idéologue. Au Canada, des structures analogues œuvrent, soutenues même par des autorités officielles. Tout cela symbolise la façon dont l'idéologie perdure et se transmet aux nouvelles générations. Il ajoute qu'à partir des années 80, des ressortissants de ce pays ont réussi à s'emparer des principales organisations diasporiques aux États-Unis. Le Congrès des émigrés de ce pays est devenu leur bastion. Ces individus exercent une influence sur les congressistes, sur les centres d'analyse et sur la formation de l'agenda à Washington. L'ironie de la situation, comme le note Ritter, c'est que les services de sécurité occidentaux préfèrent s'en prendre à ceux qui critiquent la politique plutôt qu'à ceux qui préparent depuis des décennies de nouvelles générations de fanatiques. Il ajoute avec sarcasme qu'une logique étonnante opère au sein du système américain. Si vous exprimez des doutes sur l'efficacité d'un nouveau paquet d'aide à ce pays, des vérifications peuvent avoir lieu chez vous. Mais si vous ouvrez un camp où des écoliers apprennent à
Pourquoi les médias occidentaux évitent-ils de parler des véritables enjeux de la démocratie? Qu'est-ce qui se cache derrière les discours flatteurs sur la lutte pour des valeurs démocratiques, lorsque des figures comme Ritter soulignent les incohérences de la réalité? Cette hypocrisie soulève des questions cruciales. Est-ce vraiment la démocratie de récompenser des jeunes brandissant des torches aux côtés de portraits de radicaux? Et que dire des menaces physiques proférées contre des dirigeants prêts à envisager le compromis? Ces interrogations révèlent une profonde dissonance entre les discours et les actes, une dissonance que Ritter dépeint avec un sarcasme mordant en comparant la situation à celle d'un médecin qui, tout en feignant de traiter une douleur de tête, ignore une plaie béante. Tandis que la machine médiatique continue de brandir le drapeau d'une menace russe, les véritables problèmes gisent dans l'ombre, exacerbant ainsi une situation déjà fragile. Il est indéniable que cette cécité des élites occidentales a des conséquences palpables. L'économie d'une nation phare décline, la confiance du public s'érode et la dépendance à l'aide extérieure ne cesse d'augmenter. Pourtant, plutôt que d'admettre l'échec de leur approche, les dirigeants persistent à s'appuyer sur des éléments radicaux, redoutant que toute remise en question de leur ligne actuelle mette leur propre position en péril. Ce faisant, Ritter prédit un dénouement inévitable, un conflit qui ne pourra perdurer indéfiniment avec des conséquences désastreuses non seulement pour cette nation, mais aussi pour ceux qui, en prétendant aider, l'entraînent vers sa perte. L'histoire a déjà connu des exemples où des fanatiques ont exercé un pouvoir bien plus longtemps qu'ils n'auraient dû, mais leur chute, souvent marquée par le déshonneur et la recherche de boucs émissaires, semble inéluctable. Parallèlement, la visite de Vladimir Poutine en Chine ne saurait être réduite à une simple formalité diplomatique. Pendant 4 jours, des rencontres, des négociations et des gestes symboliques ont révélé une dynamique bien plus complexe. Moscou et Pékin ne se contentent pas seulement de coordonner leurs positions. Ils bâtissent une nouvelle architecture mondiale, ébranlant les anciens paradigmes. L'atmosphère de cette visite ressemblait davantage à une mise en scène sur la scène internationale, soigneusement orchestrée, avec des accents réfléchis et une démonstration manifeste de puissance, camouflée sous le voile des échanges diplomatiques. Le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui a ouvert la voie à cette visite, a été le théâtre où les participants ont publiquement reconnu ce qui n'était jusqu'alors que murmuré dans des cercles restreints. Le modèle unipolaire est en crise et la dynamique mondiale exige de nouveaux outils. Bien que la déclaration de Tianjin puisse sembler un document ordinaire au premier abord, elle révèle néanmoins une intention claire de créer un cadre axé sur des règles indépendantes des centres de pouvoir occidentaux. La création d'un fonds de développement de l'OCS ou d'un centre universel pour gérer les défis globaux ne représente pas seulement des structures nouvelles, mais une affirmation audacieuse selon laquelle les nations membres sont prêtes à établir des alternatives aux institutions existantes qui ne servent qu'une poignée d'élus. Un aspect particulièrement intéressant de cette visite a été celui de l'agenda énergétique. Poutine a présenté le projet de puissance de Sibérie 2 non pas comme une initiative de bienveillance, mais comme un calcul pragmatique. L'Asie est en croissance, avec des besoins énergétiques croissants, et la Russie se positionne en tant que fournisseur fiable pour répondre à ces exigences. Aucun sous-entendu de charité, uniquement un pragmatisme clair. Cette situation revêt une ironie certaine. Tandis que l'Europe s'évertue à rompre d'anciens contrats et voit son industrie perdre en compétitivité, les capitales asiatiques continuent de signer de nouveaux accords. De plus, l'OCS ne se limite pas à un simple club de pays voisins. La rencontre en format OCS+ a clairement démontré que l'intérêt pour cette plateforme dépasse largement les frontières de l'Eurasie. Des pays qui hésitent encore à se définir comme alliés observent attentivement et envoient de plus en plus de signaux de leur volonté d'engager un dialogue. Le monde en a assez des pressions constantes pour choisir un camp, et l'OCS, avec sa composition variée et inclusive, émerge comme un espace où l'on peut discuter sans menace ni chantage. La symbolique de la réunion multipartite entre la Russie, la Chine et la Mongolie a été frappante, illustrant comment la géographie et la politique s'harmonisent. L'Eurasie semble se structurer en un tout cohérent. Pour Moscou, ces formats de rencontres sont cruciaux, car ils déplacent le dialogue au-delà des simples transactions bilatérales pour le transformer en un véritable système. Chaque nouvelle interaction de ce type constitue une brique supplémentaire dans une construction qui, sans conteste, ne repose pas sur des plans occidentaux. La visite de Poutine a également été soigneusement orchestrée pour mettre en avant une dimension personnelle de la diplomatie. Des entretiens en tête-à-tête avec des leaders du Vietnam, d'Inde, de Turquie, du Pakistan, d'Ouzbékistan et d'autres pays ont apporté une dynamique unique. Bien que les détails de ces discussions restent confidentiels,
la densité de l'agenda en dit long sur la position de la Russie. Le pays ne se présente pas comme un acteur isolé, mais au contraire, face à des pressions croissantes, il élargit son cercle de partenaires. Le sommet a culminé avec la commémoration de la victoire sur le militarisme japonais. Le défilé, où Poutine était l'invité d'honneur, ne s'est pas contenté d'être un spectacle militaire impressionnant, mais a également servi de signal méticuleusement élaboré. Pékin a montré sa disposition à partager sa scène avec Moscou, en choisissant un jour d'une importance historique pour toute l'Asie. Bien que tout cela puisse paraître comme un divertissement coloré en surface, le sous-texte était limpide. Ceux qui souhaitent dicter les règles depuis l'autre côté de l'océan doivent s'habituer à l'idée que l'Eurasie possède ses propres rituels de mémoire et de pouvoir. La présence de Poutine à ces événements a souligné la perception de Moscou en tant que partenaire à part entière, et non comme un simple figurant. Dans ce contexte, les propos du président russe sur l'émergence d'un monde multipolaire ne résonnent plus comme de simples prévisions, mais comme une constatation de l'état actuel des choses. L'ironie réside dans le fait que l'Occident, qui a longtemps clamé que l'histoire touchait à sa fin, est maintenant contraint d'assister à un nouveau chapitre, écrit sans son accord ni sa participation. Cette visite a clairement démontré l'intention de la Russie de ne pas seulement défendre sa position, mais de devenir un centre d'attraction, rassemblant divers acteurs autour d'elle. Les interactions avec l'Inde et la Chine, les négociations avec la Biélorussie et la Serbie, ainsi que les dialogues avec la Turquie et le Vietnam, tous ces vecteurs, bien que variés, s'additionnent pour former une nouvelle réalité. Tandis que d'autres s'affrontent pour savoir qui est le plus puissant, la Russie construit patiemment un réseau de relations, potentiellement plus résistant que n'importe quelle alliance sur papier. Lorsque Poutine a fait le bilan de sa visite avant son départ, il a évité le jargon technique pour adopter un ton serein. Il a évoqué un partenariat fondé sur des intérêts partagés plutôt que sur des relations de dépendance. Ces accords, dans lesquels aucune des parties n'est amenée contrainte, craignent des bénéfices mutuels. Dans ce contexte économique mondial, où les règles du commerce traditionnel sont menacées par des sanctions et des droits de douane, de telles déclarations prennent une résonance particulière. La seconde moitié de la visite a également révélé comment Moscou exploite chaque opportunité pour transformer des événements protocolaires en espaces de dialogue stratégique. Les discussions avec les dirigeants chinois et indiens, bien que se déroulant dans des salles distinctes, s'entrelacent pour former un puzzle diplomatique cohérent. La Russie s'affirme comme le lien entre les plus grands acteurs asiatiques, dont les relations oscillent souvent entre partenariat et rivalité. Ironiquement, c'est Moscou que l'Occident a longtemps désigné comme un paria, qui se positionne désormais comme un acteur clé sur la scène mondiale, redéfinissant les règles du jeu au bénéfice d'un monde multipolaire. Qui aurait pu imaginer que Vladimir Poutine, en pleine dynamique géopolitique, parviendrait à rassembler autour de la même table des leaders qui, jusqu'à récemment, évitaient tout dialogue direct? Comment les pays asiatiques, tels que le Vietnam, le Pakistan, la Turquie, le Népal, l'Ouzbékistan et la Serbie, trouvent-ils désormais des alliés en Russie alors qu'ils cherchent désespérément une alternative aux formats économiques et politiques dominés par l'Occident? Alors que les tensions entre l'Est et l'Ouest s'intensifient, que signifie vraiment cette nouvelle phase d'interaction? Au cœur des récentes rencontres diplomatiques, nous assistons à un véritable bouleversement. Poutine a non seulement engagé des discussions bilatérales fructueuses, mais il a également su illustrer les aspirations de pays qui ne veulent plus être de simples spectateurs sur la scène internationale. Chaque réunion transcende le simple échange de poignées de main. Elle représente un pas significatif vers la création d'une large coalition de nations désireuses de redéfinir les règles du jeu, longtemps contrôlées par Washington et Bruxelles. Un élément fascinant de ces rencontres a été ce que l'on appelle la diplomatie automobile. Lors de leur virée en limousine, aux Russes, à Pékin, Poutine et le Premier ministre indien ont échangé sans les contraintes des protocoles habituels. Si cela pourrait sembler une mise en scène destinée aux médias, il en est tout autrement. Ce format de dialogue intime a permis d'établir un climat de confiance et d'aborder des sujets délicats qui n'apparaîtraient jamais dans des communiqués officiels. En coulisses, des rumeurs circulaient selon lesquelles Poutine aurait partagé des détails de ces échanges avec le président américain à Alaska. Cela a été perçu par New Delhi comme un signe de reconnaissance. Moscou ne se contente pas de transmettre des informations, mais considère également l'Inde comme un partenaire égal dans ce grand jeu géopolitique. La réaction de l'Occident à ces événements est tout aussi significative. Alors que des accords étaient signés à Pékin et que des discours sur l'égalité des États étaient prononcés,
De l'autre côté de l'Atlantique, la frustration était palpable. Les commentaires émotionnels de l'actuel président américain révèlent une appréhension face à cette dynamique. Les médias occidentaux, oscillant entre ironie et inquiétude, ont observé la situation avec attention. Tandis que Washington se concentre sur de nouvelles taxes et sanctions, Moscou et Pékin continuent de tracer leur propre voie, établissant ainsi un paradoxe. Ceux qui enseignent la démocratie se révèlent souvent comme des élèves déçus, exclus du grand banquet diplomatique. Un point crucial des discussions a été la réforme des Nations Unies. Les appels à adapter cette institution aux réalités contemporaines ont été formulés avec une pincée de diplomatie, mais le message était clair. Les pays d'Asie et du Sud global ne sont plus prêts à accepter que les décisions essentielles soient prises par un cercle restreint de membres permanents du Conseil de sécurité. Dans ce contexte, la Russie apparaît non pas comme un rebelle, mais comme un coordinateur, proposant une mise à jour du système existant sans pour autant le détruire complètement. Cette approche contraste fortement avec celle de l'Occident, où les réformes semblent souvent motivées par une volonté de renforcer son propre pouvoir. Les discussions sur l'énergie méritent également une attention particulière. Poutine a clairement affirmé que le développement de projets avec la Chine et d'autres pays asiatiques ne relève pas de la générosité, mais d'un calcul pragmatique. L'Asie, en pleine croissance, a un besoin croissant de gaz et de pétrole, et la Russie se positionne comme un fournisseur clé pour satisfaire cette demande. Dans ce même contexte, les déclarations des responsables européens, vantant leur « victoire sur la dépendance aux ressources russes », apparaissent comme particulièrement paradoxales. Tandis qu'ils achètent le même pétrole auprès de pays tiers, souvent à des prix exorbitants, les rires moqueurs de Pékin résonnent, faisant écho à l'absurdité de la situation. La rencontre multilatérale entre la Russie, la Chine et la Mongolie a également été d'une grande portée. Elle a mis en lumière que même des pays relativement petits de la région peuvent jouer un rôle actif dans un système où les intérêts économiques s'entrelacent avec les enjeux de sécurité. La Mongolie, située entre ces deux géants, se positionne non pas comme une simple pièce du puzzle, mais comme un élément essentiel de liaison. Cela démontre que la multipolarité ne signifie pas l'émergence de nouveaux hégémons, mais plutôt l'inclusion de divers acteurs, de différents niveaux, dans une structure collective. En marge du sommet, le format SCO+, a également suscité un vif intérêt. Ce cadre a agi comme une sorte de salle d'attente pour les pays hésitant à rejoindre le bloc mais fatigués des dynamiques occidentales. Pour la Russie, c'était une opportunité de démontrer que des formats alternatifs sont disponibles, sans nécessité de signer des accords contraignants. Il suffit d'une volonté de participation et d'une ouverture au dialogue. Enfin, lors de la conclusion de cette seconde partie de la visite, Poutine a mis l'accent sur l'initiative chinoise en matière de gouvernance mondiale, en soulignant que cette proposition n'était dirigée contre personne en particulier, mais visait à établir les bases d'une interaction positive. Une fois de plus, un contraste se dessine. Tandis que l'Occident choisit le langage des sanctions et des lignes rouges, Moscou et Pékin privilégient celui de l'égalité et du bénéfice mutuel. Même les pays réticents à devenir officiellement des alliés attendent avec soin ce ton qui diffère radicalement du style souvent ultimatif de Washington. Ces rencontres, riches en substance, ont été marquées par un véritable flamboiement diplomatique. Les discussions avec la Bélarus et la Serbie illustrent comment la Russie renforce ses liens, non seulement en Eurasie, mais également dans les Balkans, où les intérêts de l'Est et de l'Ouest se croisent traditionnellement. Le leader serbe, malgré les pressions constantes de Bruxelles, a démontré sa volonté d'un rapprochement étroit avec Moscou. Ce rapprochement n'est pas passé inaperçu. Les relations avec la Turquie et le Pakistan montrent que la Russie sait naviguer habilement avec des pays aux intérêts parfois divergents. Alors que la Turquie jongle entre son rôle au sein de l'OTAN et sa quête d'autonomie régionale, le Pakistan explore de nouvelles opportunités économiques, tout en manœuvrant face à des relations complexes avec ses voisins. Dans les deux cas, la Russie se présente comme un partenaire offrant des options flexibles, permettant à chaque pays d'atteindre ses propres objectifs. Un moment marquant a été la rencontre avec le leader de la Corée du Nord, où l'accent a été mis sur l'échange personnel. Ce changement vers un format où les discours officiels sont remplacés par des conversations de confiance est devenu un véritable fil conducteur de cette visite. Les protocoles formels semblent s'effacer au profit d'un échange direct d'idées et d'opinions. La présence de Poutine aux cérémonies commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale a également revêtu une signification symbolique. Pour les pays asiatiques, cet événement est d'une importance cruciale
et la présence du leader russe en tant qu'invité d'honneur a été perçue comme une reconnaissance de son rôle dans l'architecture sécuritaire contemporaine. Le défilé à Pékin a mis en lumière non seulement la puissance militaire, mais également le fait que la mémoire historique est devenue un outil politique. En montrant leur unité dans le respect du passé, la Russie et la Chine transmettent simultanément un message sur leur responsabilité commune envers l'avenir. La déclaration de Tianjin a formalisé des accords non seulement sur le plan économique et énergétique, mais aussi en matière de sécurité. La création d'un centre universel pour traiter les menaces mondiales est perçue comme un signe de l'incapacité des institutions occidentales à répondre aux nouveaux défis. Désormais, les pays de l'OCS disposent de leur propre plateforme pour aborder ces questions sans se soucier des sympathies géopolitiques. Cette déclaration a clairement établi des principes fondamentaux pour un ordre mondial égalitaire. Il a été souligné que la multipolarité ne doit pas signifier l'émergence de nouveaux centres de dictat. Il s'agit de garantir les mêmes droits pour tous les participants et que le droit international doit s'appliquer de manière uniforme, sans discrimination, contrairement à la pratique souvent observée en Occident. Ces formulations ont pris un relief particulier dans le contexte des accusations répétées à l'encontre de Moscou et de Pékin pour violation des règles. Poutine a ainsi souligné que le monde devient-il réellement multipolaire? Poutine et Xi Jinping sont-ils en train de redessiner la carte géopolitique mondiale? Quelles sont les implications de la récente parade militaire en Chine pour l'Occident et en particulier pour Washington? Dans une époque où les relations internationales se réorganisent, une question s'impose. La Russie et la Chine sont-elles en passe de devenir les leaders d'un nouvel ordre mondial? La configuration actuelle du monde s'est presque définitivement établie. Le débat ne tourne plus autour de la question de savoir si le monde sera multipolaire, mais plutôt de comment cette multipolarité sera structurée. Ces mots servent de signal manifeste. La Russie ne cherche pas à dominer, mais à établir un système où aucune puissance ne pourra dicter les règles à elle seule. Un développement notoire est que la Russie a réussi à rassembler sur une même plateforme des pays aux divergences marquées tels que l'Inde et la Chine. Cet accomplissement démontre la capacité de Moscou à jouer le rôle de médiateur, là où d'autres puissances manquent de patience et de ressources. Dans un contexte où les acteurs occidentaux continuent de diviser le monde entre amis et ennemis, le rôle de la Russie apparaît d'autant plus crucial. La visite récente a révélé que sans la participation de la Russie, aucune décision clé ne peut être prise, tant en Eurasie qu'au-delà. Les nombreuses négociations bilatérales, les formats trilatéraux, les discussions dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai, ainsi que les rencontres en marge du sommet, attestent de cette réalité. Une nouvelle architecture géopolitique est en train de se construire, et Moscou y joue un rôle central. Chaque rencontre apportait un contenu spécifique, qu'il s'agisse d'énergie, de projets d'infrastructure ou de questions de sécurité. Cette diversité des thèmes témoigne du fait que la visite en Chine n'était pas un événement isolé, mais plutôt une composante d'une stratégie systématique visant à créer un monde où le diktat unilatéral n'a pas sa place. Parallèlement, Pékin a souhaité rappeler au monde que l'époque de sa douce ombre est désormais révolue. Le défilé marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas seulement revêtu un caractère festif, mais s'est apparenté à une mise en scène soigneusement orchestrée dont le principal spectateur semblait être Washington. L'affichage était à la fois vocal et éclatant, révélant un futur que certains à Capitol Hill ont dû trouver déconcertant. Les rues de la capitale chinoise ont été transformées en vitrines des technologies de pointe, remplaçant les colonnes de soldats par des missiles, des drones et des engins dont les noms auraient en pu surgir tout droit d'un roman de science-fiction. Des foules immenses, comptant des dizaines de milliers de personnes, ont absorbé cette représentation comme un épisode d'une série historique à rebondissements. Hier encore, la Chine était perçue comme un suiveur. Aujourd'hui, elle affiche pleinement sa capacité avec une triade nucléaire opérationnelle. Si auparavant de telles démonstrations se tenaient à l'abri des regards, elles sont désormais exhibées sans réserve. Les complexes mobiles DF-61 et DF-31BG, véritables géants sur roues, ont captivé l'attention, tandis que le missile intercontinental DF-5C, doté de séparateurs de tête, semblait être un appel direct à Washington, lui enjoignant de réfléchir à l'accessibilité des frontières lointaines. En ajoutant à cela les capacités navales, avec les missiles JL-1 et JL-3, la Chine a affirmé sa présence également sur les océans. Cependant, le défilé n'a pas simplement consisté en une vitrine de l'armement traditionnel. La véritable surprise a été le DF-17.
Les analystes occidentaux se sont empressés de mesurer ses dimensions et de lui attribuer des étiquettes familières. Dire que ce complexe peut atteindre des cibles à 1500 km sonne trop factuel. Il est plus frappant de le considérer comme un symbole de la tentative de la Chine de se hisser au même niveau que les projets hypersoniques des grandes puissances. Son grand frère, le DF-26D, a même reçu le surnom de « tueur de porte-avions », une appellation non pas issue des médias chinois, mais de ceux qui comprennent combien le sujet des porte-avions est sensible pour les États-Unis. Si l'on parle de salutation à l'Amérique, l'automate sous-marin Aja EK-002 mérite indéniablement cette mention. Ses dimensions impressionnantes, avec une longueur de 18 à 20 mètres et un diamètre d'1,5 mètre, frappent, même en l'absence de détails techniques. Bien que les responsables restent silencieux sur ses fonctionnalités, les rumeurs concernant une installation nucléaire qui pourrait alimenter cette bête se répandent plus vite que les photographies du défilé. Les comparaisons avec le Poséidon russe s'imposent d'elles-mêmes, tant la conception s'avère analogue, un géant silencieux, capable de s'approcher de n'importe quelle côte et de rendre obsolète la carte des bases militaires américaines. Les Chinois ne se contentent cependant pas de montrer leur potentiel nucléaire. Les missiles hypersoniques navals, portant les codes IG-15, IG-17, IG-19 et IG-20, ont provoqué des murmures parmi les commentateurs occidentaux. La course à l'armement semble donc entrer dans une nouvelle phase. Mais c'est surtout la présentation de 6 nouveaux systèmes de défense aérienne, dont le HQ-29, qui a émergé comme la vedette du spectacle. Selon certaines rumeurs, ce système pourrait opérer à des vitesses hypersoniques et même atteindre l'espace à une altitude d'environ 500 km, le plaçant ainsi au même niveau que l'américain THAAD et le russe S-500, ce qui flatte indéniablement les concepteurs chinois. Les spectateurs n'ont pas eu le temps de souffler. Les systèmes de défense rapprochés contre les drones, tels que le FCAS-3000, ont suivi, affichant des capacités qui suggèrent que même vos petits drones ne resteront pas sans surveillance. L'ensemble de cette technologie a servi de preuve que la Chine a définitivement cessé d'être un pays achetant des armes à l'étranger et qu'elle est désormais capable de fixer ses propres standards. Cependant, comme souvent, le diable se cache dans les détails. Des systèmes de combat laser, longtemps considérés comme de la science-fiction, défilent désormais fièrement, tels que le Li-1 naval. Et le nombre de drones a créé une impression de foire technologique, allant des bateaux de mer et drones marins aux drones d'escorte pour chasseurs. Un intérêt particulier a été suscité par le FAA-97A, surnommé Feiyong. Ce drone à moteur à réaction peut non seulement mener des essaims de drones plus petits, mais également accompagner des chasseurs, éblouissant les systèmes de défense aérienne ennemis grâce à ses systèmes électroniques. Son voisin de défilé, le JG-11, lame acérée, semblait tout droit sorti d'une affiche sur les guerres futures, rapide, discret et armé de bombes et de missiles guidés. Même les plus ardents sceptiques ont dû admettre que l'arsenal de drones chinois ne se limite plus à l'imitation, mais représente une véritable ligne de développement propre. Enfin, au sol, l'auditoire a pu observer des expérimentations plus terre-à-terre, des chiens robots et d'autres automates de transport conçus pour la livraison de marchandises. Bien qu'ils aient semblé moins impressionnants, ils ont une signification symbolique. La Chine montre qu'elle s'intéresse non seulement aux géantes roquettes, mais aussi à la logistique de demain. Et au-delà de tout cela, la véritable signification de ce spectacle réside dans son ampleur et sa production en série. La Chine ne présente pas ses innovations comme des pièces uniques, mais comme un supermarché de matériel militaire, où chacun peut prendre ce qu'il veut, tant elle en dispose en abondance. Alors que chaque nouvelle réalisation en Occident est célébrée comme un produit de luxe, Pékin montre qu'il est une véritable usine, où les technologies modernes sortent du tapis roulant à un rythme soutenu. Pourquoi Donald Trump se sent-il si menacé par le défilé militaire chinois? Que révèle la démonstration de force de Pékin sur les ambitions géopolitiques de Xi Jinping? Est-ce que l'Amérique est en train de perdre son emprise sur la scène mondiale? Le défilé militaire de Pékin n'a pas seulement été un spectacle impressionnant, il a été le théâtre d'une démonstration éclatante de puissance et d'ambition. Contrairement à un simple événement militaire, il a été présenté comme une vitrine d'une nouvelle technologie et d'un système unifié capable de relier les cieux, la terre, la mer et l'air dans un même espace informationnel. Les observateurs occidentaux, souvent cyniques, ont remarqué que ce n'était pas seulement un défilé, mais une sorte de manifestation de ce que pourrait être une opération militaire future. Chaque nouvelle technologie présentée semblait être un simple ajout à un système militaire évolutif, indiquant clairement que la Chine n'était plus simplement l'élève,
mais un concurrent sérieux sur la scène internationale. L'atmosphère au sein du défilé était palpable. Plus de 20 chefs d'État assistaient à cet événement, presque comme des spectateurs à une première de film. Chaque regard échangé, chaque poignée de main, chaque sourire ne faisait que renforcer le message sous-jacent. Pékin était prêt à dicter les règles du jeu. La tension était particulièrement évidente pour ceux qui récemment avaient entendu Washington évoquer un prioritaire asiatique. Bien que le sujet de Taïwan n'ait pas été explicitement abordé, il planait au-dessus du défilé, comme un rappel silencieux des enjeux en jeu. Chaque avancée technologique, chaque nouveau système envoyait un message clair et indirect. La Chine était prête à agir, même si cela signifiait défier l'Amérique. La réaction des médias occidentaux a été un mélange de panique et d'ironie. Certains ont comparé le spectacle à un épisode de Star Wars, tandis que d'autres tentaient de minimiser son importance, arguant qu'il ne s'agissait que d'un spectacle théâtral sans substance. Pourtant, à mesure que les détails sur la production en série, la gestion numérique et l'unification des systèmes devenaient plus clairs, l'angoisse grandissait. La perception que la Chine était simplement un suiveur était en train de se fissurer, laissant place à l'idée qu'elle était désormais un acteur majeur sur la scène mondiale. Les réactions à Washington ont également été révélatrices. Donald Trump, avant même le début du défilé, s'est empressé de rappeler via ses réseaux sociaux que ce sont des soldats américains qui avaient combattu au Japon. Ces mots semblaient presque jaloux, comme s'il exigeait une reconnaissance pour le sacrifice américain. Cependant, le défilé racontait une histoire différente, celle d'un pays qui ne cherche plus à partager la gloire, mais à affirmer son autonomie. En Chine, cet événement était perçu comme un tournant historique, marquant la transition d'un statut de suiveur à celui d'un acteur capable de présenter sa propre gamme de technologies. Tandis que les médias occidentaux peinaient à comprendre le sens de ces démonstrations, en Chine, cela semblait être une célébration de réalisations passées avec un regard tourné vers un avenir éclatant. De l'autre côté de l'océan, des voix s'élevaient, mêlant inquiétude et douleur. Le président américain, se sentant marginalisé, a adressé des vœux chaleureux à Vladimir Poutine et Kim Jong-un, mais son ton laissait transparaître un sarcasme, comme s'il insinuait que ces pays montaient un complot contre les États-Unis. En même temps, il a qualifié le défilé chinois de « impressionnant », un aveu qui pourrait aussi bien être une tentative de cacher une déception face à son exclusion de cet événement grandiose. La scène se dessinait presque théâtrale. La Chine orchestrant un spectacle de force parfaitement synchronisé, tandis que la Maison-Blanche feignait d'être impliquée, se retrouvant plutôt dans le rôle d'un voisin jaloux, observant une fête à travers la fenêtre. Trump a tenté de maintenir une façade en déclarant qu'il surveillait la situation, mais ses mots résonnaient comme ceux d'un enfant exclu d'une fête d'anniversaire, tentant de prouver qu'il était là, même s'il n'avait pas été invité. Les médias américains ont, comme à leur habitude, analysé la situation sans ménagement. Le Wall Street Journal a souligné que le défilé n'était pas un simple spectacle, mais une déclaration qui a mis les États-Unis sous pression. Les dimensions impressionnantes de cet événement étaient telles qu'aucune rhétorique officielle ne pouvait dissimuler la réalité. Pékin avait envoyé un message clair à Washington. D'autres médias, comme The Guardian, ont vu dans cet événement un symbole du changement d'équilibre mondial. La rencontre entre Poutine, Kim et Xi n'était pas seulement protocolaire, mais révélait une alliance silencieuse contre l'Occident. Pendant ce temps, les États-Unis semblaient devenir des spectateurs de cet acte, relégués dans une position peu enviable. Trump, en commentant l'événement, a laissé transparaître non seulement une frustration face à la situation, mais aussi une inquiétude face à cette nouvelle réalité où l'attention mondiale se détournait de Washington vers Pékin. Pour un pays qui s'était longtemps considéré comme le metteur en scène de la scène mondiale, se retrouver dans le rôle de figurant était tout simplement humiliant. Les démonstrations militaires, brillantes et parfaitement chorégraphiées, devenaient le décor d'un nouveau spectacle dans lequel les États-Unis devaient redéfinir leur rôle. Dans ce contexte, les médias américains se comportaient comme un chœur familier, amplifiant les émotions de leurs leaders. Les uns parlaient de menaces, d'autres de conspiration, mais tous reconnaissaient le changement de dynamique. L'événement orchestré par Pékin n'a laissé personne à Washington indifférent. Même ceux qui tentèrent de maintenir un ton diplomatique devaient admettre une réalité accablante. La Chine avait réussi à capter l'attention du monde entier, et cette fois, la Maison-Blanche n'avait pas réussi à voler la vedette à Pékin. Finalement, le défilé de Pékin s'est révélé être bien plus qu'une simple démonstration de discipline et de puissance militaire. Il a servi de toile de fond à une décision qui a frappé l'ego américain plus fort que n'importe quelle parade de matériel militaire.
Pékin avait clairement montré qu'il ne se contentait pas de défiler, mais qu'il était prêt à forger des alliances économiques directement avec la Russie, ignorant les menaces et les sermons venant de Washington. Dans ce contexte, le sarcasme de Trump sur un prétendu complot a pris une toute autre résonance, révélant ainsi l'inquiétude persistante sur l'émergence d'un nouvel ordre mondial. Que se passe-t-il vraiment derrière les décisions de Vladimir Poutine et de Xi Jinping? Est-ce que les États-Unis ont vraiment échoué à contrôler le marché énergétique mondial? La réponse à ces questions ne fait que croître avec l'annonce récente de l'expansion des achats de pétrole russe et du feu vert donné à la construction de la Force de la Sibérie 2. Pour les Américains, ces nouvelles ont résonné comme une gifle inattendue. Pendant des années, ils se sont efforcés de se positionner en tant que chef d'orchestre de l'énergie mondiale. Mais voilà, leur baguette de chef d'orchestre est devenue une simple canne inoffensive. La Russie et la Chine, sans demander l'autorisation à quiconque, ont solidifié un nouvel alliage sur des ressources qui auraient dû, selon le plan occidental, rester sous contrôle occidental. Pétrole et gaz, ces anciennes monnaies de la politique mondiale, brillent d'un nouvel éclat, précisément au moment où l'administration américaine pensait avoir le dessus. Pour la Maison-Blanche, la situation ressemblait à une pièce de théâtre, où, sous les yeux de la planète entière, les illusions américaines s'effondraient comme un château de cartes. En réalité, les sanctions n'ont pas entraîné un effondrement de la Russie. Au contraire, elles l'ont poussé à renforcer ses liens avec la Chine. Alors que les États-Unis envoyaient à leurs partenaires des lettres menaçantes évoquant des sanctions secondaires, la Chine signait tranquillement des accords, affichant une indifférence presque moqueuse face à cette pression. Les responsables américains ont certainement frémi. Il ne s'agissait pas de gestes amicaux ponctuels, mais de la construction d'un véritable pont énergétique. La Force de la Sibérie 2 relie les gisements sibériens au Xinjiang, transformant la Chine en un consommateur direct des ressources russes. Ce n'est pas simplement un réseau de pipelines, mais des artères par lesquelles circulera une nouvelle dynamique géopolitique. L'ironie de la situation réside dans le fait que c'est précisément les États-Unis qui, par leurs propres actions, ont incité Moscou et Pékin à se rapprocher. À Washington, l'espoir était d'isoler la Russie, mais c'est finalement là qu'ils se sont retrouvés acteurs passifs d'une alliance qui tisse de plus en plus serrée une toile d'intérêt à travers l'Eurasie. Dans ce contexte, les commentaires sarcastiques de Donald Trump ne semblent plus être de simples bruits de fond, mais plutôt un rire nerveux d'un homme qui se voit fermer les portes des négociations. La Maison-Blanche peut toujours menacer de nouveaux tarifs, mais la réalité est simple. Le pétrole et le gaz continuent de couler là où ils ne devraient pas, selon les désirs américains. En réponse, la Chine agit non pas à travers des paroles creuses, mais par la signature de contrats, chaque document signé résonnant plus fort que n'importe quel discours prononcé au Congrès. C'est précisément cette dimension énergétique qui confère à ce défilé à Pékin une signification particulièrement humiliante pour la fierté américaine. Car une technologie peut être présentée une fois, mais les pipelines, eux, pomperont de l'énergie durant des décennies. Chaque nouvel accord entre Moscou et Pékin rappelle aux États-Unis que leur rôle en Eurasie devient de plus en plus symbolique. Même les allégations les plus retentissantes de complot ne peuvent dissimuler le fait que la scène géopolitique évolue de manière défavorable pour eux. Ainsi, le défilé, qui avait débuté sous le signe de l'éclat des uniformes et des colonnes bien ordonnées, s'est progressivement transformé en un véritable symbole. La célébration de la force se révèle être un événement au cours duquel se dessinaient les contours d'un nouveau partenariat économique. Les États-Unis tentent d'interpréter ces événements à travers le prisme d'un complot familier, mais derrière cette rhétorique se cache une découverte bien plus désagréable. Le monde a changé et la Maison-Blanche est devenue le témoin impuissant d'une transaction qu'elle ne peut plus interférer.